Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette séance sur la croissance inclusive et la mondialisation. Je m'appelle Thomas Bernd Eriksson et je suis le commentateur en chef pour l'économie d'un journal basé à Copenhague et je remercie l'OCDE qui m'invite à modérer cet important débat cet après-midi. Alors pendant 1h30, nous allons débattre avec 6 panélistes. 1h30, c'est beaucoup. 6 panélistes, c'est également beaucoup. Et nous sommes nombreux aussi dans la salle. Et nous vous laisserons à la fin de la séance 15 à 20 minutes pour poser des questions et formuler vos commentaires. Alors prenez-en bonne note. Tout d'abord, nous disposons d'un système qui va vous poser des questions et vous allez, je l'espère, y répondre. La question à laquelle vous devrez répondre aujourd'hui, c'est vraiment une question fondamentale, puisque dans ce panel aujourd'hui, nous avons des représentants du Danemark et de la Suède qui sont considérés comme les maîtres du monde en matière de croissance inclusive, avec des modèles de croissance inclusive et de faibles niveaux d'inégalité. Nous avons le Chili et le Pérou. Je vous présenterai les intervenants un peu plus tard, qui, ces deux pays, en matière d'inégalité, se trouvent plutôt de l'autre côté du spectre. D'où la question que nous allons poser aujourd'hui, que nous allons vous demander donc auquel nous allons vous demander de répondre. Est-ce que le modèle nordique permet de garantir des bienfaits en matière de croissance pour tous? Oui ou non? L'OCDE est en effet à la pointe pour ce qui est des liens entre la mondialisation et la croissance inclusive. J'ai lu aujourd'hui un article, ou plutôt j'ai écouté les propos du secrétaire général qui parlait d'un rejet contre la mondialisation, ce qui pose vraiment le décor pour nos délibérations cet après-midi. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est tenter de nous demander comment réparer la mondialisation. Donc si vous pourriez aussi essayer de vous exprimer aussi sur les actions à entreprendre. Et je pense que si on peut réparer la mondialisation en 1h30, ce sera vraiment un beau succès. Donc essayons de nous y atteler. Tout d'abord, je vous présente Gabriela Ramos, qui est Chief of Staff de l'OCDE, qui est Sherpa pour le G20 et conseillère spéciale auprès du secrétaire général, M. Gouria, conseillère spéciale donc sur la croissance inclusive. Professeur Ramos a conseillé le ministère des Affaires étrangères du Mexique. Elle est également professeure d'université. Vous êtes fellow de Fulbright. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. En effet, on m'a demandé de poser le décor pour des débats qui, j'en suis convaincue, seront passionnants. Aujourd'hui, nous avons lancé le rapport sur la croissance inclusive, plutôt c'est un rapport intérimaire, sur notre initiative croissance inclusive, initiative lancée en 2014, pour répondre à ce rejet contre non seulement la mondialisation, mais également contre le modèle de croissance que nous suivons depuis de nombreuses années. Un modèle qui ne produit pas forcément les résultats idéaux. Pourquoi revoir ce modèle de croissance? Mais je pense que les réponses, vous les connaissez, elles ont été brassées tout au long de la journée. Tout d'abord parce que ce modèle n'a pas empêché la crise de survenir. Deuxièmement, parce que ce modèle n'a pas empêché la montée des inégalités. Et troisièmement, parce que ce modèle n'a pas tenu compte des impacts environnementaux. Il ne s'agit pas donc de se demander ce que nous faisons pour lutter contre la pauvreté, les inégalités, les difficultés d'accès à certains services. Non, il s'agit de repenser le processus de croissance, le modèle de croissance dont nous nous sommes dotés. Et comme nous le disons dans notre initiative NAEC, il faut mettre les hommes et les femmes au centre des débats en matière d'action publique et vraiment réfléchir aux répercussions de nos politiques, non pas sur les
marché, sur les échanges commerciaux, sur la mondialisation, mais sur les hommes et les femmes. Je pense que c'est ainsi qu'il faut poser notre débat. Pourquoi y a-t-il urgence? Vous connaissez le titre de notre forum, dépasser les clivages, parce que nous constatons que les répercussions de la crise ont donné lieu à des choix politiques qui creusent des clivages dans notre société. Et donc à travers le monde, au nord comme au sud, nous constatons que les solutions politiques, elles sont si divergentes que les réalités, la réalité de notre société, c'est qu'elles sont de moins en moins, qu'il y a de moins en moins de cohésion à l'échelle dans nos sociétés. Alors tout d'abord, je vais parler de confiance citoyenne. Nous constatons une érosion de la confiance des citoyens envers les dirigeants. Or, c'est précisément ce qui fait notre cohésion sociale et ce qui rend possible les réformes. C'est ce qui nous permet d'entreprendre des réformes. Cette confiance, elle était à 42%, ce qui rend d'autant plus difficile notre action. Nous disposons des données, nous disposons des analyses, et ce que nous constatons ici, d'ailleurs vous avez déjà vu ce graphique, c'est l'un des apports de l'OCDE à ce débat. En matière de revenus, le décile le plus riche a capturé la plupart des fruits de la croissance en laissant le reste de la société de côté. Aujourd'hui, à l'OCDE, les inégalités se sont creusées. Et là, il n'est pas uniquement question du décile inférieur. Il est question de, peut-être un terme que vous avez déjà entendu à plusieurs reprises, c'est l'érosion de la classe moyenne. Ce qui signifie que dans les pays de l'OCDE, c'est-à-dire les pays où on trouve les modèles les plus avancés de protection sociale, 40% de la population n'a pas connu d'augmentation de salaire, d'augmentation de ses niveaux de vie depuis plusieurs décennies, d'où le mécontentement, avec une répartition des revenus de plus en plus inégale. Le décile le plus riche de l'OCDE détiennent la moitié des avoirs financiers, tandis que le décile inférieur, lui, ne détient que 3% de ses avoirs. Et au milieu de cette répartition, on constate donc une érosion de la classe moyenne. J'en parlais aujourd'hui avec les représentants de la société civile. Qui parlait d'un bus à double étage à Londres dans lequel étaient assis les individus les plus riches du monde. Donc on constate des inégalités. Les inégalités sont liées de façon symbiotique avec une logique de succès, l'accès notamment à des réseaux, l'accès à la connaissance, ce qui signifie que ceux qui en ont le plus besoin n'ont pas accès à ces opportunités, soit 40% de la population dans certains de nos pays. Et donc ces inégalités de revenus qui donnent lieu à des inégalités des chances, ça c'est un phénomène que l'on constate tout particulièrement dans l'éducation, parce que les enfants des ménages les plus pauvres ont moins accès à l'éducation. Ils ont de moins bons résultats scolaires. Les enfants des ménages les moins riches ont du mal à aller au-delà de leur contexte familial, ce que nous montre ce graphique. Et c'est particulièrement marqué dans certains pays. Autrement dit, si, mais bien entendu, il y a des pays dans lesquels les enfants sont moins déterminés par le milieu socio-économique de leurs parents. Il y a une grande divergence donc entre les pays. Les enfants dont les parents ne sont pas allés jusqu'au niveau secondaire ont 15% d'opportunités, ou sont 15%, susceptibles à 15% d'aller à l'université. Donc en fonction de là où vous êtes né, eh bien, tout cela va déterminer votre sort et vos résultats. D'où l'initiative Croissance Inclusive. Comment rompre ce lien
et comment veiller à ce que comment faire naître une véritable méritocratie? Et c'est vraiment cette question à laquelle nous essayons de répondre par notre rapport et par nos analyses. Ce qui pourrait aussi avoir des répercussions sur la productivité de nos économies, puisqu'il ne s'agit pas uniquement des hommes et des femmes, mais aussi des entreprises, des régions. Et nous avons présenté l'année dernière cette articulation inégalité-productivité, une articulation parce que si 30 ou 40% de la population ne peut pas améliorer le capital humain de ses enfants, et bien entendu, cela a des répercussions sur la productivité. Donc comment relier tout cela de façon, dans une logique de synergie? Quelle est la solution? On n'est plus dans le monde des solutions toutes faites. Ce serait bien, mais ce n'est pas le cas. Et le fait est que les situations des pays, les conditions sont très différentes et les solutions vont forcément être différentes. Il y a des grosses disparités, par exemple, dans certains pays, comme le Royaume-Uni. En France, c'est un peu différent. C'est lié à la difficulté liée aux migrations, au chômage des jeunes. Au Mexique, le problème, c'est la pauvreté. Chaque pays a sa propre difficulté et doit avoir ses propres solutions. Mais à nous de voir comment faire avancer ces politiques. Et avec cette initiative, la croissance inclusive, voilà, nous voulons justement encourager ces initiatives. Comment reformuler la politique économique pour qu'on réfléchisse en termes d'investissement permettant de développer les chances, les possibilités, les opportunités. Et quand les opportunités se présentent, que les gens soient prêts à les saisir, qu'ils soient en mesure de faire l'objet d'investissements, de soutien, de suivi. Donc il faudrait repenser le système du rôle du modèle et quel doit être le rôle de l'État qui doit peut-être évoluer. Donc, comme a dit le secrétaire général ce matin, l'idée d'abord d'avoir de la croissance et ensuite redistribuer, c'est plus possible. Il faut passer à un programme beaucoup plus ciblé, beaucoup plus stratégique pour qu'on puisse investir dans les individus, dans les régions, dans les PME, de façon à rétablir une certaine égalité, pour que tout le monde puisse réussir. C'est un peu l'axe que nous suivons maintenant. Et ça suppose des outils politiques très différents. Ça suppose de revoir le système fiscal. Est-il progressif ou pas? Nous savons qu'il manque de progressivité. Et ça, nous insistons dessus et nous constatons ça avec les échanges automatisés de renseignements à des fins fiscales, avec la lutte contre l'érosion de la base pour s'assurer que tout le monde paye ses impôts de façon juste et équitable. Mais comment faire pour s'assurer que le système fiscal est bien progressif, que l'État a les moyens et puisse investir là où les retours sur investissement seront les plus importants pour toute la société. Parce qu'on pense en termes d'investissement et d'investissement ciblé. Eh bien, tout le monde pense tout de suite à l'éducation. Et bien sûr que l'éducation, c'est important. Il faut évidemment investir dans l'éducation. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Et c'est beaucoup plus profond. Et c'est ça, il ne suffit pas de dire, voilà, il faut investir dans l'éducation. Ouais, ça, tout le monde le sait. Ce n'est pas suffisant. Il faut être beaucoup plus précis. L'éducation, oui, mais pour qui? Comment? Où? Et dans un monde où les ressources sont limitées, il faut bien avoir des priorités. Et il faut faire des choix. Et c'est de ça qu'il est question. C'est là-dessus que nous travaillons. Donc, si vous deviez, par exemple, choisir entre le financement des universités, et je suis désolée pour celles qui sont représentées ici, ou financer l'éducation et l'accueil des jeunes enfants, eh bien, moi, je vous conseillerais plutôt d'investir dans l'éducation et l'accueil des jeunes enfants, parce que c'est là que vous rééquilibrez les choses. C'est là que les différences s'imposent. Parce que les enfants de familles pauvres n'ont pas accès aux ressources culturelles, au réseau dont bénéficient les enfants de familles plus avantagées, plus aisées. Alors, c'est un début. Non, évidemment, on pourrait parler de toutes sortes de politiques et il faudrait des heures. Mais pensez à ce qui est déterminant pour les enfants. Qu'est-ce qui fait le succès des enfants des classes moyennes ou des familles riches? La différence, ou des
c'est pas qu'ils ont des enseignants moins bons ou une éducation moins bonne. La différence, c'est qu'ils n'ont pas accès à des compétences sociales et émotionnelles améliorées. Ça, c'est quelque chose qu'il faut changer. Et d'où le fait de repenser le débat politique sur l'éducation et d'être beaucoup plus intelligent dans notre démarche, beaucoup plus stratégique. Sachant que le rôle des pouvoirs publics, c'est de lutter contre les inégalités, tout en relançant le potentiel économique de nos citoyens, de nos entreprises, de nos régions. Je vous invite à lire le rapport qui est riche en éléments de preuve, mais aussi en suggestions pour arriver à des résultats plus favorables pour les sociétés et des résultats plus favorables dans le contexte politique qui est le nôtre. Merci de votre attention. Thank you very much, Professor Ramos, for your... Merci beaucoup, Madame Ramos, d'avoir planté le contexte de notre débat. Je vais présenter les membres du panel, après quoi nous démarrerons notre discussion et dans 1 heure environ, nous vous demanderons d'intervenir. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également poser des questions par Wiseambly. À ma gauche, j'ai le ministre de l'Économie et des Finances du Pérou, qui est diplômé d'Oxford, entre autres. Nous avons Rodrigo Valdés, le ministère des Finances du Chili, qui est également diplômé en économie de MIT et qui a été l'économiste en chef de la Banque centrale du Chili. Nous avons ensuite Tim Costello, qui est le principal défenseur de World Vision Australia et qui est un des trésors de l'Australie, en tout cas. Ils ont dans la liste des 100 trésors vivants de l'Australie. Ensuite, nous avons Colin Hay, qui est professeur à Sciences Po et à Sheffield, qui est co-directeur de l'Institut de recherche économique de Sheffield. Et je veux aussi souhaiter mon compatriote Hans Dahlgren, qui a été le vice-président du principal syndicat danois, et enfin Hans Dahlgren, qui est le secrétaire d'État au bureau du Premier ministre de la Suède. C'est un ancien journaliste comme moi. Il a démarré sa carrière dans le journalisme avant de devenir le conseiller d'Olof Palme, qui travaille auprès des Nations Unies aujourd'hui. Donc un panel tout à fait impressionnant pour parler de l'inclusion. Commençons par notre première question. Comment reformuler les règles qui gouvernent l'économie? Ce que vient de nous expliquer Madame Ramos, c'est que nous avons besoin de nouvelles politiques. Donc comment allons-nous reformuler les règles de nos économies? C'est un gros défi pour un pays comme le Pérou, justement. Ben oui, mais c'est mon travail en même temps au Pérou. C'est mon job. Alors, ça se passe comment, dit le modérateur? C'est très dur, je dois dire. Mais revenons un peu en arrière. Le Pérou, selon moi, a connu une excellente croissance de 2015 à 2016. C'était 6% de croissance. Et nous avons permis de réduire la pauvreté à 31%. Nous étions à 50% auparavant. La pauvreté extrême n'est plus que de 4%. Donc, tout ce qu'il fallait faire dans la liste des choses à faire, on les a faites. Donc maintenant, le gros défi à relever, c'est... Enfin, elles sont au nombre de 3, les défis. 3 défis sur lesquels il va falloir travailler. D'abord, le secteur informel, qui est très important.
Nous avons beaucoup travaillé aux deux extrêmes, sur la distribution, mais n'ont rien fait pour les classes moyennes. Et aujourd'hui, notre économie est de telle sorte que 2 personnes sur 3 a un emploi informel, sans protection sociale et une productivité qui n'est que d'un tiers de celle des salariés du secteur formel. Et bien évidemment, des gens qui gagnent moins. Il s'agit de personnes dont le niveau scolaire est très faible, et ça explique leur faible productivité. Deuxièmement, je vais parler de l'infrastructure. Nous venons d'être frappés par une catastrophe naturelle qui a mis à jour la faiblesse de notre infrastructure. Quand on regarde les indicateurs économiques mondiaux, on constate que l'infrastructure péruvienne est très mal classée. Il va tout en bas de la liste. Il va falloir améliorer notre infrastructure. Si nous voulons une croissance durable et inclusive, il faudra de meilleures infrastructures. Lorsqu'il y a eu les inondations dans le nord, nous avions des maisons qui étaient construites au bord de la rivière. Eh bien, évidemment, elles ont été balayées. Ça fait partie des défis que nous devons relever. Il faut repenser l'infrastructure. Nous venons de voter de nouvelles lois. Nous avons modifié un certain nombre de choses. Les PPP, notamment, dont parlait Gabriela, les partenariats publics-privés, et nous travaillons avec le secteur privé à travers des PPP. Et nous avons une meilleure gouvernance de l'agence de l'investissement et avec une représentation au conseil d'administration qui est beaucoup plus diversifiée qu'avant. Mais bon, il y a beaucoup de choses à faire encore. Il va falloir enfin aussi améliorer l'agriculture. Nous avons mené un certain nombre d'enquêtes sur l'agriculture et sur la décentralisation. Le Pérou reste un pays très centralisé, avec une économie très centralisée. Et ce que montrent les enquêtes, je vais citer un ouvrage qui me paraît important, écrit par Richard Webb. Il va voir les collectivités, les petites villes, les villages, voir comment les choses ont changé depuis 20 ans. Et qu'est-ce qu'ils voudraient? Ils répondent qu'ils veulent être connectés, qu'ils veulent des routes et ils veulent avoir un accès au marché. Donc, il se trouve que toutes les activités économiques sont dans le sud et les gens s'installent autour des villes pour avoir accès à l'éducation, pour avoir de la connexion. Enfin, il y a la protection sociale, la santé, les retraites et la protection des salariés. Donc, c'est une réforme que nous nous apprêtons à lancer à partir du 28 juillet. Ce qui signifie que nous irons dans le sens d'une universalisation des systèmes de santé avec l'introduction d'une assurance chômage dont nous ne disposons pas et un système de retraite qui va devenir un système massifié. Par ailleurs, nous travaillons avec la Banque mondiale et avec d'autres sur une réforme fiscale. Nous avons modifié le système fiscal pour favoriser les PME. En effet, nous voudrions disposer d'une base d'entreprises en mesure de réduire ce que nous appelons la taxe sur la croissance. Dans le passé, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait plein de petites PME. Elles ne se développaient pas parce que dès qu'elles se mettaient à se développer, elles étaient tout d'un coup soumises à l'imposition. Ensuite, nous voulons développer les marchés des capitaux, mais nous voulons travailler sur la révolution verte. Nous y travaillons avec la Banque mondiale. Nous sommes en train de redévelopper la forêt amazonienne. Et pour nous, c'est extrêmement prioritaire pour le gouvernement de Pablo Kuczynski. Nous travaillons avec l'IMC et nous avons prévu des obligations, l'émission d'obligations vertes pour financer ces efforts. Voilà, je pourrais continuer, mais bon, j'ai un peu... Bien. Je vais vous poser la même question à votre voisin. Vous avez aussi des défis fiscaux, j'imagine. Comment peut-on
réécrire les règles. Quelle pourrait être la perspective nordique? Du point de vue des syndicats, la croissance et l'inclusivité, ça doit aller de pair. Et la croissance inclusive doit être au centre de notre manière d'aborder la mondialisation. Parce que si nous ne le faisons pas, la mondialisation ne profitera qu'à quelques privilégiés. Elle renforcera les inégalités. Donc il ne s'agit pas seulement de compenser ceux qui ne bénéficient pas de la mondialisation, parce que le risque serait de créer une société de personnes marginalisées qui ne sont pas en mesure de contribuer à la société. Donc ça n'est pas une solution. Donc, en fait, en quelque sorte, un nouveau lumpenprolétariat. Donc ce que nous voulons, c'est une société où tout le monde participe. Et tout le monde peut être associé à la mondialisation. Et pour ça, il faut des politiques, il faut des institutions en mesure de promouvoir les égalités. Nous venons de parler du Pérou, mais si on prenait le Danemark, qui est à l'autre extrême et qui est un pays beaucoup plus égalitaire, quelles sont les 3 choses les plus importantes, les 3 priorités pour créer de nouvelles règles dans le contexte danois? Quelles sont nos priorités en tant que Danois? On ne peut pas voir les choses que du point de vue danois. D'ailleurs, ça a déjà été dit. Il faut regarder la fiscalité dans toute l'Europe et dans le monde entier. Réformer la fiscalité et obliger le monde entier à se pencher sur l'imposition de façon à ce que ça soit beaucoup plus équitable et que tout le monde profite de la mondialisation. C'est ça la priorité. Dans notre toute première question, nous avons suggéré que le modèle nordique était peut-être un modèle souhaitable pour d'autres. Je me tourne vers un autre intervenant. Colney, est-ce que vous pourriez parler des principaux éléments? Pardon, Hans Dahlgren, est-ce que vous pourriez parler de ce modèle nordique? Quelle est sa pertinence? Honnêtement, je ne suis pas sûre qu'il convienne à tous, parce qu'il n'y a pas de solution unique, à mon avis. Je vais parler des 3 éléments de ce modèle nordique. D'abord, un système de protection sociale très solide, bien établi et bien financé, grâce à une fiscalité progressive, un système de protection sociale qui est disponible et qui est utilisé par tous. Ça veut dire l'accueil des petits-enfants, ça veut dire le congé parental, l'éducation gratuite pour tous, y compris l'université, ça veut dire des soins hospitaliers, une assurance santé, etc. Ça, c'est le premier aspect. Nous avons une tradition aussi de coopération entre les partenaires sociaux, les syndicats et les employeurs, qui partagent la responsabilité des restructurations et une certaine acceptation des nouvelles technologies, mais aussi de la mondialisation à travers l'éducation, à travers la formation des nouveaux salariés, et une certaine acceptation de la mondialisation, comme je l'ai dit. Et nous le faisons parce que nous avons un marché du travail qui marche très bien, donc très peu de grèves finalement, et une augmentation des salaires réels depuis 20 ans. Enfin, c'est un effort de promotion de la parité. Les hommes et les femmes devant avoir le même accès à l'éducation, à l'emploi, et que les hommes assument leur part de la responsabilité des enfants, de leur éducation, et que les filles et les garçons aient les mêmes opportunités d'éducation et de promotion. Et mon Premier ministre est à la tête d'un gouvernement féministe. Il en est fier. Ou elle en est fière. Bien, je vais donner la parole maintenant à M. Valdés. On a entendu la description du Pérou, le modèle nordique, et maintenant, je vais vous poser la question, est-ce que ce modèle nordique est applicable chez vous? Est-ce que vous avez un objectif aussi en termes de société, de ce que vous voulez pour votre société à long terme? Je voudrais commencer par l'équité. En effet,
l'équité est au centre des problèmes de l'Amérique latine. C'est pourquoi nous observons le modèle nordique, nous le connaissons, et de notre point de vue, c'est l'objectif qu'il faut atteindre pour une société. Mais dans son utilisation, et c'est la question que je me pose, dans quelle mesure est-il plutôt endogène aux pays nordiques? Est-ce que c'est lié à leur passé? Quel était le coefficient Gini en Suède il y a 500 ans, par exemple? Je ne connais pas la réponse à cette question. J'ai le sentiment que c'est plus facile à faire quand tout le monde peut y gagner et que tout le monde pense qu'il partage quelque chose. Quand on est dans les pays d'Amérique latine, on parle de l'autre extrême. On parle d'une situation qui est compliquée parce qu'il y a quelques privilégiés qui payent des impôts, assez peu. Ils reçoivent très peu de l'État. Normalement, en Amérique latine, on va payer des services publics qui, dans d'autres pays, sont gratuits et sont des services publics. La sécurité, par exemple. On paye sa sécurité. Donc, on paye quand même des impôts, mais il n'y a rien en échange. Comment faire pour qu'il y ait un vrai service en échange des impôts versés? Parce que les services qu'on obtient donnent des services publics de très mauvaise qualité. Donc, sa situation est très compliquée. Je reviens aux pays nordiques. Et là, je ne souhaite pas faire une plaisanterie de mauvaise aloi. Mais j'ai regardé la série Vikings sur Netflix depuis quelques mois. Et je ne sais pas si c'est vrai, si c'est réaliste ou pas, mais c'est vrai que ce modèle est plus facile. S'il y a 1000 ans, dans la société, la parité était déjà pas mal. C'était pas la parité parfaite, mais enfin, c'était quand même très différent de ce qu'on connaissait dans le reste du monde il y a 20 ans, voire 10 ans même. Et c'est pareil pour l'équité. La prise de décision collective est très différente chez vous. Nous avons beaucoup à apprendre, mais je veux partir du coefficient Gini. Parce qu'il y a des éléments qui appartiennent au processus du système nordique. Le dialogue social, par exemple, c'est très difficile de savoir où on va si on n'est pas en train d'y aller ensemble. Il faut donc de la confiance entre les partenaires sociaux et l'établir, c'est très difficile. Ensuite, la rectitude budgétaire. Prenez la Norvège. Ils ont un énorme fonds souverain et on n'y voit pas récemment des crises auxquelles on a assisté dans le reste du monde. Et ça aussi, cette rectitude, cette droiture morale est très importante. Et enfin, il y a cette question de la parité. Dans nos pays, nous avons beaucoup à faire. Au Chili, nous mettons en place des quotas dans certains marchés et ça marche. 40% des entreprises publiques ont dans leur conseil d'administration des femmes parce que ça a été quelque chose lancé par notre président il y a quelques années. Donc voilà, ça a été une impulsion donnée. Donc pour moi, le système nordique, c'est l'objectif, c'est là où on veut aller. Mais nous partons d'un coefficient Gini qui, à 50 ans, qui était très mauvais. Et vous, les autres, c'était déjà beaucoup mieux. Je dois rappeler quand même que c'est vrai que vous êtes un pays très inégalitaire, le plus inégalitaire du pays de l'OCDE. Est-ce qu'on pourrait dire que si vous définissiez la réduction des inégalités comme objectif, que votre croissance serait meilleure? Parce qu'au lieu que l'argent dorme dans les comptes en banque, il serait réinvesti. C'est souvent une question d'opportunité. Au bout du compte, on peut parler aussi de l'éducation, qui est très importante. Et comme l'a dit Gabriela, il faut vraiment être très près du terrain. C'est pas que les gens mettent leur argent dans des comptes ailleurs, c'est que nos sociétés où les opportunités sont très mal réparties et où les inégalités sont très persistantes.
Mais je vais quand même ajouter 3 choses qui sont importantes d'un point de vue factuel. D'abord, au Pérou, au Chili, dans d'autres pays latino-américains comme le Brésil, il y a eu des améliorations importantes tout de même des coefficients Gini, notamment depuis 15-10 ans, mettons. Donc, cette histoire de l'inégalité est peut-être moins marquée en Amérique latine. Et depuis 20 ans en Amérique latine, c'est les meilleures années qu'on ait eues en 200 ans d'histoire de toute la région. Donc cette idée d'un modèle différent pour la région n'est pas sûr de marcher mieux que ce que nous avons vu. Donc cette question de mondialisation et de commerce, quand on parle du Pérou ou du Chili, personne n'est contre la mondialisation chez nous. Et personne n'est contre le commerce. Et notre présidente, la présidente Bachelet, cherche à intégrer le pays de plus en plus dans les chaînes de valeur. Donc nous avons très peu de populisme comme on a pu y assister dans certains pays européens et aux États-Unis d'ailleurs. Bon, on a entendu à la fois les pays nordiques et le Chili et le Pérou. Maintenant, je vais donner la parole à Tim Costello. Et après, on passera à l'autre côté du monde, en fait. Avec vous, par contre, on voit le point de vue de l'autre côté du monde. Dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens progressent? Ah ben moi aussi, j'ai regardé Vikings. Mais j'ai vu une série un peu différente. Je voudrais pas que le modèle nordique devienne le modèle viking. Et oui, je voudrais ajouter que les faits sont pas totalement fiables dans cette série. Mais bon, moi je crois que l'approche de l'OCDE basée sur des faits concrets, des données, pour avancer me paraît très sain. Donc pourquoi est-ce que nous perdons? Parce qu'il y a de plus en plus de protectionnisme, on se replie sur sa tribu, et c'est vraiment le grand paradoxe auquel on est confronté, et qui est lié à la mondialisation, ce qui permet d'avoir de l'innovation, et qui est très perturbateur, même si ça apporte des avantages aux pays pauvres, mais très perturbateur pour les pays développés et leur système de protection sociale. Même si ça veut dire plus d'emplois et de travail pour les Indonésiens, par exemple, les Chinois. Donc, comment réparer les règles, comment rapprocher les pays nordiques du Chili? Bon, moi, à mon avis, il va falloir qu'on réponde à une question avant de parler de réparer les règles. D'abord, la mondialisation est-elle tellement intégrée à l'esprit public comme étant un facteur de division entre le club de luxe ou le club première classe et les autres? Si cette perception est établie, ça sera très difficile de résister au protectionnisme à court terme, même si à long terme, on sait très bien que ça aura un effet très négatif. Mais vu la perception, on risque de céder. Le modèle nordique semble bénéficier de tous les atouts. Vous êtes prêt à payer des impôts très chers pour payer des services publics très importants, 40% d'imposition. L'Australie, quant à elle, a connu 26 ans de croissance sans récession. Et pourtant, les classes moyennes observent que les riches continuent de s'enrichir et sont de plus en plus en colère. Ils votent pour des partis anti-immigrants. Moi, je pense que c'est parce que nous avons affaibli les systèmes de fiscalité progressive et que nous ne voulons pas payer nos services publics. Alors, il y a toutes sortes de raisons culturelles qui expliquent cette réticence. Mais la mondialisation qui divise le monde entre la classe première et le reste semble affecter le revenu au capital plutôt qu'au salaire. C'est très injuste.
le PDG gagne 300 fois plus que le salarié, alors qu'auparavant, c'était 20 fois plus. L'Australie, c'est quand même protégé avec des taux de change fixes, avec des tarifs, mais nous sommes ouverts et ça aussi affaiblit les syndicats, par exemple, parce que le marché du travail n'était pas réglementé, donc nous l'avons ouvert. Et la classe moyenne se sent lésée parce qu'il y a de moins en moins de protection sociale au niveau du travail. Et donc, la classe sociale moyenne se sent lésée. Et je comprends que c'est en partie culturel. Alors, je vois ce qui se passe avec Trump. On voit des gens qui ont voté pour lui et qui n'aiment pas le fait que les élites soient supérieures. On va leur faire un bras d'honneur parce que culturellement, ils s'imaginent qu'ils sont meilleurs que nous. C'est toujours la classe première et les autres. Là, il y a un récit culturel et un récit lié aux attentes, alors que nous avons 26 ans de croissance derrière nous. Et pourtant, on assiste à une dispersion et une colère montante chez la classe moyenne. Nous avons ouvert nos marchés, mais contrairement aux pays nordiques, nous n'avons pas imposé un niveau fiscal permettant de financer les services publics ni la protection sociale. Nous avons investi dans les infrastructures, comme le Pérou, mais pas au niveau que nous devrions parce que les impôts sont trop faibles. Donc nous sommes un peu intermédiaires entre le modèle nordique et la situation du Chili. Churchill, the end point, because Alors, nous sommes l'un des pays les plus égalitaires au monde, le Danemark, et lorsque il y a une augmentation, un accroissement des inégalités, ça fait beaucoup de bruit dans les médias. Alors, est-ce que ce débat, il alimente le mécontentement à l'encontre de la mondialisation? Et si c'est le cas, quelle pourrait être la vision qui pourrait étayer les politiques publiques pour parvenir à une croissance inclusive? Mais si le but, c'est l'inclusivité, si nous mesurons tout à l'aune du coefficient Gini, ce sera sans doute difficile parce qu'il y en a qui seront très heureux et d'autres très en colère. Vous avez écrit un livre sur le capitalisme citoyen, Civic Capitalism en anglais. Alors, quels sont les enseignements à tirer de votre ouvrage? Est-ce que vous avez une vision qui pourrait porter pour tous ces pays, la Suède, le Chili, etc. Alors, ce que nous disons, dit le panéliste, lorsque nous parlons d'inclusivité, d'inclusion, ce qui me frappe, c'est que nous aurions dû nous poser ces questions bien avant. Nous n'en serions pas ici aujourd'hui si, il y a 10 à 20 ans, nous n'avions pas pensé uniquement croissance, mais si nous avions pensé également en termes de redistribution. Et je pense que, bon, cette réflexion, elle survient trop tard, mais c'est toujours mieux que rien. Le problème, c'est que cette croissance, même si nous parlons de grande modération, il a été dit que la croissance en fait lisserait les cycles économiques, il y aurait en fait une persistance de la croissance, que la croissance ne nous quitterait jamais, eh bien nous constatons à présent que c'était une illusion. Mais même à cette époque, nous nourrissions les sources du mécontentement parce que nous n'étions pas assez bons en termes de redistribution des fruits de la croissance. Alors, dit le modérateur, même si nous avions bien redistribué les fruits de la croissance, nous constatons malgré tout un certain niveau de mécontentement. C'est vrai, dit le panéliste, mais nous pourrions aussi dire qu'en fonction de la façon dont nous définissons l'inclusion, il faut remonter loin pour identifier des mouvements favorables à l'inclusion dans les pays de l'OCDE. Donc c'est vrai qu'on constate des variations dans les coefficients Gini des différentes économies représentées sur le podium aujourd'hui, mais le défi, ce n'est peut-être pas tant le coefficient Gini actuel, mais son orientation, là où va le coefficient Gini. Et ce que l'on constate, c'est une exacerbation depuis la crise.
Alors, dit le modérateur, il y a des écarts considérables entre les coefficients Gini des différents pays de l'OCDE. Ce que j'entends, dit le panéliste, c'est que il faut vraiment pouvoir s'approprier les concepts que sont l'inclusion et la croissance, et ensuite les adapter au contexte national pour savoir comment améliorer la vie des citoyens. Et il y a une autre question que nous devons nous poser, à savoir les asymétries en matière de distribution, pas entre les économies, mais pour ce qui est du système dans son ensemble. Autrement dit, est-ce que la façon dont nous vivons la mondialisation ne creuse pas un écart? Alors, il y a une variation des coefficients de Gini qui s'explique par notre gestion de la mondialisation. Donc, il ne s'agit pas uniquement des économies individuelles, mais c'est une question qui se pose à l'échelle du système. Professeur Ramos, je vous encourage à ne pas vous contenter du coefficient Gini. Pour nous, il faut en fait se détacher des mesures consolidées. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment, de rentrer dans le détail des répercussions de toutes ces tendances sur les différentes catégories de la population. Et lorsque est-ce qu'on en passe à un niveau plus granulaire pour bien identifier les répercussions des politiques sur les plus pauvres, eh bien là, le panorama est tout à fait différent. Et j'aimerais rebondir sur ce que vous disiez, puisqu'on se pose toujours la question des plus défavorisés. Comment lutter contre la pauvreté? Comment aider ces ménages les plus pauvres à s'en sortir? Mais le problème, c'est que tout cela, ça se fait dans un monde qui est très complexe et où les ménages les plus défavorisés se rendent bien compte qu'il y a une accumulation de la richesse aux mains du décile le plus favorisé. Je vous le disais, ce décile le plus favorisé, il concentre la plupart des avoirs financiers. Si on prend le centile le plus riche, il concentre 20% des avoirs financiers à l'échelle internationale. Parce que nous avons tendance à penser marché, efficience, productivité, et quid de l'équité? Or, l'équité, elle joue un rôle fondamental dans ce rejet à l'encontre de la mondialisation. Alors, est-ce que l'Amérique latine participe à ce processus? Je pense que nous devons vraiment garder à l'esprit ces 20-30% de ménages les plus pauvres qui ne sont pas impliqués dans ce débat. La question, c'est de savoir comment investir sur ces ménages pour permettre une véritable équité des règles du jeu et pour que tous les citoyens puissent avoir accès à ces opportunités. Alors, vous disiez qu'il ne faut pas uniquement regarder le coefficient Gini, mais pour autant, ça reste une mesure intéressante. Je pense que bien longtemps, nous nous sommes concentrés sur la croissance. Au cours des dernières années, c'est le coefficient Gini qui s'est trouvé au devant de la scène. Qu'en pensez-vous? Alors, ce que je dirais, c'est que même si notre coefficient Gini est assez faible, il reste des problèmes en matière d'inclusion, même en Suède. Par exemple, la question des hôpitaux, les hôpitaux qui ont tendance à fermer, de même pour les postes. Les gens nous disent où est la bibliothèque, où est la poste, où est l'hôpital? Et comment est-ce que je vais communiquer avec les nouveaux entrants? Et est-ce que notre système éducatif va pouvoir répondre aux besoins du marché du travail? Ça, ce sont de véritables enjeux et qui ne sont pas déterminés par le coefficient Gini, d'où le rôle des partenaires sociaux qui doivent agir auprès des pouvoirs publics. Lise? Oui, en effet, c'est pourquoi au Danemark, nous nous posons la question de cet écart qui va se creuser par rapport aux années passées. Et c'est pourquoi nous estimons que nous devons vraiment préserver notre modèle social au Danemark, sans quoi nous allons rencontrer les mêmes difficultés que nombre de pays
dans le monde. Donc nous travaillons ensemble pour bien dire que, en effet, les échanges commerciaux, c'est positif. Et d'ailleurs, au Danemark, nous nous demandons s'il faut s'engager dans les échanges commerciaux ou non. C'est une question qui se pose au Danemark comme dans de nombreux autres pays du monde. Nous voulons poursuivre ces échanges commerciaux, mais nous voulons que la croissance soit partagée par tous, de même que les fruits de la mondialisation. Il a été question du débat dans les pays scandinaves sur l'éducation, les hôpitaux et les questions liées à l'automatisation. Ce sont des questions qui se posent dans les pays scandinaves. Alors, qu'en pensez-vous? Nous nous posons des questions similaires aux vôtres, finalement. Je suis assez d'accord avec Rodrigo. Si l'on prend le modèle nordique et les phénomènes à l'œuvre en Europe, c'est quelque chose que nous observons, mais qui nous semble assez éloigné malgré tout de notre réalité. Pour ce qui me concerne, les progrès en matière d'action publique, et d'ailleurs j'apprécie beaucoup ce que vous disiez à ce sujet, on ne peut pas penser à l'inclusion comme quelque chose qui intervient après la croissance. Non, ce sont deux phénomènes qui doivent aller de pair. Il faut que le modèle de croissance soit synonyme d'inclusion, d'égalité homme-femme, synonyme de réduction des inégalités. Dans le cas contraire, nous allons nous retrouver avec un modèle fort différent de celui des pays scandinaves. Et pour ce qui est de notre expérience en matière de santé, par exemple, aujourd'hui, nous dépensons beaucoup dans les hôpitaux, alors que dans les hôpitaux, il n'y a pas d'infirmières, il n'y a pas de médecins, pas d'infrastructure non plus. Et pourtant, nous avons beaucoup dépensé pour ces hôpitaux. Donc, la question n'est pas tant des budgets, de l'argent, mais plutôt des priorités que se donnent les pouvoirs publics pour parvenir au modèle idéal. Et je suis d'accord avec Rodrigo aussi, qui disait que le Gini, c'est très bien, mais que cela n'est pas suffisant. Si l'on observe nos sociétés, ce que l'on constate, c'est que la différence, elle n'est pas tant entre les riches et les pauvres, mais en fait, ce qu'il y a, c'est un gros vide au centre, au niveau de la classe moyenne. Or, c'est précisément la classe moyenne qu'il faut impliquer. Vous parliez de robots. Eh bien, ce qu'il faut, c'est éduquer et former notre classe moyenne pour qu'elle puisse s'adapter aux nouvelles technologies. Si l'on regarde leur niveau d'éducation actuel, il est évident que cette classe moyenne, elle ne pourra pas faire face à l'automatisation. Et il sera difficile de créer des emplois dans ce cas-là. J'ai le sentiment que l'économie, pourtant, elle peut parvenir à un autre niveau pour ce qui est de l'adoption des nouvelles technologies. Vous seriez étonné de cette pénurie au Pérou, pénurie de travailleurs formés. Nous devons donc nous inspirer de ce que disait l'un des intervenants. Nous devons accepter la mondialisation par l'éducation. C'est là que nous devons mettre l'accent. Et je pense que nous en tirons plutôt pas mal en matière d'éducation avec une réforme de notre système d'éducation publique, avec l'éducation privée qui répond aussi aux besoins des couches les moins favorisées de la population. Et ça, c'est assez encourageant. Et puis enfin, ce que je tiens à dire, c'est assez simple. Bon, c'est pas parce que nous avons une frontière en commun, mais nous avons véritablement beaucoup de points communs. Pour nous, le protectionnisme, c'est quelque chose qui nous est assez étranger. Si nous observons nous-mêmes, nous sommes véritablement l'exemple parfait d'une petite économie ouverte
qui retire de la croissance de ces échanges commerciaux. Nous avons tout à gagner des échanges commerciaux. Et ça, c'est assez différent de ce que vous rencontrez en Europe. Moi, je connais l'Europe pour y avoir vécu. Il y a des problèmes d'immigration, certaines réticences. Mais nous, en fait, nous sommes dans un cycle assez différent. Nous sommes un pays si petit et nous avons tant besoin de nouveaux capitaux, de nouveaux partenariats, que tout ce qui vient de l'étranger, nous l'accueillons à bras ouverts. C'est quelque chose qui renforce nos innovations, nos technologies. C'est quelque chose, autrement dit, qui nous rapproche de ce modèle nordique. Je crois qu'il faut changer la façon dont nous réfléchissons. Nous avons surtout souligné le substantif croissance et non pas l'adjectif inclusive. Nous mesurons la croissance, c'est pour cela que la mondialisation et les échanges libres vont tellement bien, mais nous ne savons pas mesurer l'inclusivité, l'inclusion. Je me souviens, j'ai participé dans différentes réunions du G20 et je me souviens à quel point on était heureux en Australie quand nous avons pu rajouter le mot inclusif avant le mot croissance. Donc, on était considéré comme étant la société civile pleurnicharde qui voulait absolument ajouter le mot inclusif. Mais maintenant que nous l'avons, le mot, et c'est l'OCDE qui en prend le crédit, bon, nous avons un autre défi avec le terrorisme qui frappe les différents pays. À quel point nous sommes prêts à accepter l'inclusivité. Dans le passé, l'inclusivité signifiait santé, éducation, environnement. Mais maintenant, je crois que nous allons voir un certain rejet si on ne peut pas expliquer l'inclusivité et le lien avec la sécurité des êtres humains. Merci. Alors, passons à une autre question. Aujourd'hui, nous parlons du rôle du secteur privé par rapport au rôle du secteur public. Le secteur privé bénéficie de la mondialisation et la société a l'impression d'avoir été laissée pour compte. Alors, comment faire en sorte que les deux secteurs, public et privé, travaillent ensemble pour trouver les solutions ou générer une croissance inclusive et faire en sorte que les individus s'approprient de la mondialisation, car personne ne peut dire que la mondialisation fait du mal. Mais comment faire en sorte que le secteur privé et public travaillent ensemble? Une chose avant. Une question à tous les chercheurs. Qu'est-ce qui s'est passé avec le coefficient Gini dans l'économie mondiale? Regardez la Chine, l'Inde. 1,5 milliard de personnes. Si vous mettez toutes les distributions des revenus des 25 ans dans le monde ensemble, eh bien, les choses se sont plutôt bien passées. Mais bon, je ne veux pas dire que les 20 dernières années ont été mauvaises. Mais alors, que faire? Secteur privé, il est important cette question de BEPS, déplacement des bénéfices, fiscalité. Je crois que l'OCDE a fait un travail très utile depuis quelques années dans ce domaine. Il est important pour le secteur privé de s'y adapter et de payer ses impôts. C'est critique si l'on veut que le système soit viable. Autre chose pour le secteur privé et le secteur public, davantage de transparence et de règles en ce qui concerne l'interaction entre les deux. Alors, en Amérique latine, il y a certaines questions brûlantes. Il y a plusieurs scandales dans différents pays actuellement concernant le financement de la politique. Les différents marchés conclus à huis clos.
Alors, ce point de vue nordique sur l'ouverture, la transparence, on a beaucoup de chemin à parcourir avant d'y arriver. L'impact économique de ce que nous avons vu était gigantesque et l'impact politique aussi, il faut le dire. Et enfin, côté des gouvernements, et là je reviens à l'éducation, et la question posée au début par Gabriela, pour vous dire ce que nous faisons au Chili. La réforme la plus importante en cours est une réforme fiscale de 3% du PIB pour dépenser quasiment tout dans l'éducation. Quelles sont les questions critiques? Tout d'abord, les enseignants sont mal rémunérés dans nos pays. Donc, vous n'avez pas les meilleurs diplômés ne deviennent pas les enseignants. Si vous voulez de meilleurs enseignants, il faut les rémunérer mieux. Nous avons vu une amélioration côté demande. Plus de personnes veulent devenir les enseignants. Il y a des carrières, des possibilités de carrière, etc. Après, l'économie du système scolaire. Le Chili a été une expérience extrême des réformes fondées sur le marché depuis 30-40 ans. Un système de coupons avec des fournisseurs privés n'a pas fonctionné. Le marché des écoles n'est pas le même marché que le marché des pommes de terre. C'est un marché qui nécessite davantage d'intervention. Les informations sont faibles. Nous avons mené des réformes très, très lourdes et je crois que nous avons changé radicalement le problème de ségrégation. Et enfin, petite enfance et garde des enfants. Nous avons fait beaucoup, les bâtiments, les enseignants. Ceci prendra 20 ans peut-être pour que cela devienne réalité, pour voir les effets, mais évidemment, le retour sur les investissements sera très important. Alors, cette question de la coopération entre le secteur privé et public, la Suède est un exemple unique, étant donné le modèle social que vous avez et parce que vous avez créé beaucoup d'entreprises mondiales. Quand je pense à l'avenir, quels sont les défis pour un pays comme la Suède? Si vous voulez que les IKEA de ce monde puissent travailler avec le secteur public, est-ce qu'il faut un changement? Est-ce qu'il y a des tensions? La Suède est un exemple intéressant parce que vous avez beaucoup plus de grandes entreprises qu'un pays comme le Danemark. Donc, quelque part, vous êtes plus représentatif. Alors, je ne sais pas si ma réponse est pour la question que vous avez posée, mais coopération entre les secteurs privés et publics, voilà. Bon, c'est pour les dirigeants du secteur privé et du secteur privé d'en décider, mais il y a d'autres qui sont importants. Ceux qui travaillent dans les secteurs, les travailleurs, et eux, ils offrent une valeur ajoutée aux deux secteurs. C'est pour cela que nous avons proposé l'idée d'un marché mondial entre les employeurs, les syndicats et le gouvernement, afin que chaque partie prenne ses responsabilités. Et cela a plutôt bien marché en Suède. Les syndicats ont pris la responsabilité de penser aux objectifs généraux. Les entreprises ont accepté d'impliquer des syndicats dans la codéterminisation et les gouvernements ont fait en sorte que les partenaires sociaux puissent travailler ensemble. Ça, c'est une solution. Mais il y a une autre chose, la technologie. Je me souviens d'un syndicaliste dans mon pays, quand on lui a demandé, après la réorganisation d'une grande entreprise suédoise, on lui a demandé, vous n'avez pas peur de la nouvelle technologie qui supprime des emplois? Non, il a répondu, non, je n'ai pas peur de la nouvelle technologie. J'ai peur de l'ancienne technologie, la vieille technologie dans laquelle nous nous sommes trouvés coincés pendant des années. C'est une bonne réponse. On voit à Davos ou ailleurs des personnes qui se promènent avec un pin objectif ODD 17. Qu'en est-il? Oui, effectivement. À la fois à Davos et ici, la question est de savoir comment
faire en sorte que la mondialisation offre quelque chose à tous. Alors, moi, je suis avec vous. Il faut un partenariat fort entre les secteurs publics et privés, mais également entre les entreprises, les syndicats, et il faut un dialogue social et une confiance entre tous pour que cela fonctionne. Merci. Alors, j'ouvre le débat, des questions, des commentaires. J'espère qu'il y a un micro-baladeur dans la salle. Présentez-vous. Bonjour. Vous pouvez vous lever, comme cela on vous voit. Bonjour. Paola, historienne de Sciences Po. Mes excuses si vous jugez mes commentaires peut-être trop durs, mais je suis étonné de voir que dans une organisation qui est censée encourager la coopération entre des pays, nous avons entendu si peu parler des inégalités entre les pays. Alors, on parle des inégalités Chili, Pérou, les coefficients Gini, parce que il y a des inégalités de richesse. Mais ceci s'applique au pays aussi. Il y a des personnes qui amassent beaucoup de richesses. Alors, je crois que beaucoup de panélistes ici, vous représentez vos gouvernements. Donc, ma question à vous, pourquoi vos gouvernements ont fait si peu quand il s'agit d'inégalités entre pays? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse parler d'inégalités entre l'éducation, égalité homme-femme, nous parlons avec passion du changement climatique, mais quand est-ce que nous allons considérer l'égalité comme une question mondiale? Professeur Ramos, vous souhaitez répondre? Écoutez, je pense que c'est à cause du choix des panélistes. Nous avons fait beaucoup de travail sur le développement. Notre maison suit les fonds affectés au développement. Nous examinons l'impact du travail de développement dans les différents pays de faible revenu. Peut-être que c'est parce que nous n'avons pas eu le temps d'évoquer le sujet actuellement, mais je dois vous dire que quand on pense aux règles du jeu international, le BEPS par exemple, la fiscalité, érosion fiscale, fraude fiscale, il s'agit de règles mondiales qui peuvent, avec un financement suffisant, aider à changer la donne. Alors, non seulement dans les pays avancés, mais dans les pays à revenus moyens. Moi-même, je suis mexicaine, donc mon pays est concerné aussi. Donc je pense que c'est plutôt une question du choix du panéliste. Bon, je crois que la question est très importante et il ne faut pas uniquement parler d'inclusivité, d'inclusion au niveau national. Il est facile de le faire, mais franchement, et je suis tout à fait d'accord avec vous, toutes les économies du monde pourraient en pratique améliorer le taux d'inclusivité au niveau national et néanmoins, on verrait un écart encore plus important entre les pays. Donc, il s'agit plutôt de la distribution des inégalités entre pays. Alors, pour traiter cette question, il faut parler de la gouvernance mondiale. Et je crois que c'est une question très importante étant donné la crise financière que nous venons de vivre. Donc moi, je dirais, bon, nous avons parlé de protectionnisme dans l'économie mondiale et
est très mal distribué. Donc, je crois que le lien entre mondialisation et inclusivité sera maintenu. Les économies ouvertes, comme les pays scandinaves, vont maintenir leur ouverture et leur inclusivité relative. Ceux qui choisissent le protectionnisme vont souffrir. Mais nous devons en parler pour comprendre comment rendre la mondialisation, comment éviter que la mondialisation ne devienne pas moteur de plus d'inégalités. Vous avez raison de poser la question parce que c'est au cœur de notre programme. Je crois que l'OCDE l'examine, mais nous n'avons peut-être pas assez parlé. Mais j'espère que dans mes commentaires tout à l'heure, vous avez compris que j'en faisais allusion. Il ne s'agit pas simplement d'inclusivité dans des économies, mais inclusivité entre économies. Merci. Allez-y. Merci. Tim Page. Je viens le mouvement syndical au Royaume-Uni. Est-ce qu'il faut changer de récit plutôt que de parler de biens individuels ou biens d'entreprise ou les intérêts de notre secteur, parler plutôt de biens publics? Pourquoi je pose la question? Parce que j'ai pensé à ce qu'a dit Gabriela. Elle a dit que s'il fallait donner des priorités en matière de financement de l'éducation, il fallait plutôt mettre l'accent sur l'éducation précoce. Au Royaume-Uni, je ne sais pas si c'est le cas ailleurs, on dit que l'éducation est une question familiale. On le voit dans la presse où la classe moyenne, avec de l'influence, du moment qu'ils réussissent à placer leurs enfants dans une bonne école, ne s'intéressent pas trop à la question de l'éducation. Est-ce qu'on peut changer la donne? C'est la même chose dans les entreprises. Nous avons eu une pénurie de compétences depuis longtemps parce que les décideurs politiques disent que c'est les entreprises qui doivent décider sur les compétences. Mais quand les entreprises trouvent cela moins cher d'aller chasser quelqu'un dans une entreprise, c'est ce qu'ils font, plutôt que de former leurs propres employés. Donc il faut changer la façon dont on parle. Et sans le faire, on ne peut pas vraiment avancer. Alors, je sais qu'il y a deux personnes dans le panel qui seraient d'accord avec vous. Donc, est-ce qu'il faut plutôt parler de biens publics? Pour les pays comme le mien, oui. Quand on voit la taille de notre gouvernement, évidemment, il faut mobiliser plus de ressources financières et le mieux les dépenser dans les biens publics. Mais on ne peut pas le faire rapidement parce que tout ceci a des effets secondaires. Chaque décision crée un effet négatif ailleurs. Donc, c'est un jeu d'équilibriste. Mais une chose est claire, quand vous regardez la taille du système public dans un pays développé, eh bien, évidemment, il faut plus de biens publics. Alors, pour revenir à la dernière question, l'Afrique est un exemple. Depuis 15 ans, je pense que la performance africaine est impressionnante. On peut regarder ce qui s'est passé depuis 15 ans d'une manière positive ou négative. Mais pour beaucoup de pays, je pense que les 15 dernières années se sont avérées plutôt positives. Je travaille dans l'industrie. J'ai écouté de très près tout ce qui a été dit et je pense que
la croissance ou absence de croissance ou la mondialisation ne sont pas vraiment les problèmes. Le vrai problème, c'est l'augmentation des inégalités. En fait, nous avons joué aux cartes et maintenant il y a un joueur qui a toutes ses cartes dans ses mains. Après, il n'y a plus de cartes distribuées et puis le jeu est terminé. Vous avez des joueurs inactifs qui ne produisent plus de valeur autour de la table. Donc, comment redistribuer la richesse? Je ne veux pas dire comment capturer la richesse. Comment créer des conditions pour permettre la création de plus de valeur ajoutée? Alors, les financiers savent capturer la valeur, mais non pas la produire. Et je pense que c'est aux décideurs politiques d'augmenter les impôts sur le capital qui n'ont pas été investis pour produire des produits et des services et d'augmenter les impôts sur le capital qui n'est pas investi pour miser sur le prix futur des céréales ou je n'en sais pas. Voilà, qu'en pensez-vous? I'll leave that to you, Tim Costello. À vous, Tim. Je suis d'accord, merci pour la question. Je vais vous donner votre chèque tout à l'heure. Mais en réalité, je crois, nous avons vu le mécanisme de redistribution perdre confiance. En fait, le mécanisme ne marche plus. Félicitations à l'OCDE pour le BEPS et l'échange automatique des renseignements fiscaux, mais je m'en souviens du G20 à Londres et on parlait des paradis fiscaux, corruption depuis de nombreuses années. Mais ceci s'appliquait uniquement aux pays en développement parce qu'ils avaient des dictateurs qui cachaient de l'argent, qui achetaient de l'immobilier à Londres. Et après, il y a une mobilisation de la société civile à Londres et on a dit, mais comment se fait-il que Microsoft, Google, Facebook et d'autres ne payent pas d'impôts? Et Gordon Brown, le Premier ministre à l'époque, a dit, ouais, vous avez raison. Et David Cameron l'a repris et tout d'un coup, des questions qu'on n'osait pas poser étaient devenues les questions à poser. On a examiné les échecs des pays développés. Donc nous avons PEPS et d'autres programmes. Dans mon pays, j'ai parlé en public récemment. C'est une façon suicidaire de parler, plaidant pour une fiscalité des droits de succession, ce qui n'existe pas en Australie. Et la réponse a été, mais nous payons des impôts quand nous sommes en vie et vous voulez qu'on paye des impôts quand on meurt. Donc vous avez des caractéristiques culturelles qui disent tout ceci n'est pas possible parce que, en fait, la fiscalité est considérée comme du vol et on ne peut pas investir dans les biens publics. On ne peut pas avoir un système de redistribution qui fonctionne, sauf si on arrive à changer ces acquis culturels. Merci. Professeur en Inde, à Delhi. Depuis la perestroïka de Gorbatchev, il y a 35 ans, la privatisation, la mondialisation ont été introduites et on a eu beaucoup d'espoir en pensant que les personnes défavorisées, les pauvres, allaient pouvoir en profiter. Mais malgré les efforts de tous les gouvernements, on a vu que les avantages de la mondialisation, de la privatisation n'ont pas aidé les pauvres et les défavorisés dans la plupart des pays du monde. On a vu également que la croissance économique autour de 2,7% pour 2017, mais seulement quelques économies, la Chine ou l'Inde, ont de meilleurs chiffres. Et même là,
il y a des problèmes avec la croissance économique. La croissance inclusive est un nouveau paramètre. Et j'espère que ceci va donner lieu à un vrai développement économique. Quelles sont les stratégies adoptées dans vos pays pour atténuer la pauvreté et pour que les personnes défavorisées puissent avoir une meilleure vie? Toute croissance, quels que soient les chiffres, doit se manifester dans un développement économique réel. Merci de m'avoir donné la possibilité de poser cette question. Actually, I think we'll let Et bon, c'est un commentaire plutôt qu'une question, donc pas besoin de répondre. Alors commençons avec le monsieur et après vous, madame. Merci beaucoup. Marcia Scalioni, sous-secrétaire d'État en Argentine pour l'adhésion auprès de l'OCDE. Dans mon pays, quand on me pose la question sur l'OCDE, je me rends compte qu'on le voit souvent comme un club de pays riches. Et je réponds toujours de la même manière. N'oubliez pas l'histoire de l'OCDE. L'OCDE a été créé pour aider l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr, il y a des pays scandinaves, mais les pays scandinaves sont également des pays membres de l'OCDE depuis 40 ou 50 ans, je pense. Alors, ma question pour tous, est-ce que l'on peut comparer le Chili, qui est membre de l'OCDE seulement depuis 7 ans, ou le Pérou, qui n'est pas encore membre, avec des pays qui sont membres depuis 40 ou 50 ans et qui ont pu bénéficier des outils qu'offre l'OCDE? Deuxième question. L'Amérique latine, sauf un pays, est une zone où on voit la démocratie et l'état de droit. Alors, nous avons l'Alliance du Pacifique, Mercosur. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait utile que l'on puisse utiliser les outils de l'OCDE? Une question difficile. Je ne sais pas si je peux répondre en ce qui concerne l'apport de l'OCDE dans les réformes à plus long terme, mais je crois que l'OCDE actuellement propose un débat sur l'inclusivité, précisant le sens de l'inclusivité. Et je crois que ceci est le type de discussion, le type de débat qu'il faut avoir, peu importe l'état d'avancement économique au niveau de PIB. En fait, nous avons tous compris aujourd'hui que nous sommes inquiets en ce qui concerne le niveau d'inclusivité dans nos pays, sans même parler de l'inclusivité de l'économie mondiale en général. Pour moi, il est extraordinaire que l'OCDE, plus que toute autre organisation, pose ce type de questions. C'est très important. C'est une question pertinente. Et plus de personnes nous rassemblons, mieux ce sera. Dernière chose, il y a un risque de créer un débat d'élite sur la croissance inclusive. Gabriela en a parlé. Ce débat a lieu dans une ambiance de faible niveau de confiance. Donc, quand les élites commencent à parler d'inclusivité face à un public sceptique, il faut convaincre. Et je crois que nous sommes tous responsables. Nous devons tous parler de l'inclusivité d'une manière précise, expliquant le sens de ce terme. Pour que nous puissions convaincre
offrant des orientations, si vous voulez. Et dans une ambiance de faible niveau de confiance, c'est très important. Mais c'est un débat qu'il faut avoir au niveau mondial. Sinon, ce serait tout simplement une question interne dans un pays. Et comme nous avons vu, c'est important de parler mondial. Une question très rapidement, une réponse rapide. Alors, nous sommes maintenant ensemble. Et il faut agir ensemble, car maintenant, on voit des tendances populistes, protectionnistes, et il faut agir. On peut le faire ensemble. Et pour répéter ce qu'a dit le président de la France l'autre jour, rendre cette planète grande encore une fois. Allez-y. Oui, très rapidement. Merci beaucoup. Je m'appelle Mariam Rachidi, chercheur de l'Australie. Ce qui m'intéresse est la chose suivante. Aujourd'hui, le débat sur l'inclusivité tourne principalement autour d'une définition très abstraite de l'inclusivité. Accès socio-économique à l'emploi ou plus précisément égalité homme-femme. Ma question, votre définition de l'inclusivité, comment vous prenez en compte la diversité culturelle? Je pense aux droits des migrants, des réfugiés, des peuples indigènes, mais également identité culturelle, etc. Merci. Professeur Ramos, très rapidement. Alors, nous n'avons pas eu le temps de rentrer dans le cœur de ces questions, mais ce que je dirais, c'est que en fonction des pays, les inégalités, le manque d'inclusion se vit de façon différente. Et le fait que certains pays européens ont du mal à intégrer les flux migratoires qui viennent de milieux culturels très variés, tout cela c'est un problème. C'est un problème parce que les sociétés se trouvent divisées par les répercussions des migrations. Mais tout cela c'est cohérent et c'est lié. C'est pourquoi il nous faut des plans d'action très concrets pour répondre à ces questions. Et sur la question des biens communs, je vous encourage à prendre connaissance de ce qui s'est fait au C20, puisqu'il est question d'autonomiser les États. Rappelez-vous, dans les années 30, l'État-providence est né. L'idée, c'était d'éviter que certaines couches de la population chutent. La question, c'est de savoir comment intervenir en amont pour éviter cette chute. Merci beaucoup. C'est l'heure. 3 choses à présent. Voyons les résultats du vote sur cette question du modèle nordique. Est-ce que vous pourriez le projeter, s'il vous plaît? Les résultats. C'est très impressionnant. Ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est peut-être les 21% qui disent qu'ils ne savent pas. Pour autant, le modèle nordique semble être le modèle qui pourrait servir d'inspiration. Une remarque ensuite. Parfois, on vous donne 3 vœux à exaucer. Aujourd'hui, je n'en avais qu'un. Professeur Ramos, elle est responsable de ces questions au sein de l'OCDE. Donc, si vous pouviez vous exprimer sur un point, donc une remarque très brève, peut-être un point clé pour ce qui concerne l'OCDE, et puis une information d'ordre pratique pendant que vous réfléchissez à cette question très précise, à savoir qu'il y a une réception après ce débat dans le Salon du Parc. Vous êtes toutes et tous les bienvenus, c'est ce que m'ont dit les organisateurs. Je remercie donc l'OCDE qui m'a invité et je laisse la parole aux panélistes pour leurs mots de la fin. Pour moi, c'est évident à la lumière des échanges. Comment parvenir à ce modèle nordique? S'ils pouvaient nous équiper d'une feuille de route, ce serait remarquable. Bon, c'était une question plutôt que vous venez de nous poser. Nous savons plus ou moins ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins en matière de croissance
en tant que décideur politique. Ce n'est pas parfaitement clair, mais on peut se prononcer à ce sujet. C'est beaucoup moins le cas pour l'inclusion. Et j'aurais tendance donc à encourager l'OCDE à poursuivre ses efforts et ses travaux pour savoir ce qui marche et ce qui marche moins. Pour cette réflexion qui est assez nouvelle, mais qui est très urgente d'un point de vue politique. Entièrement d'accord. Et les mesures en matière d'inclusion, elles doivent être aussi faisables que possibles. S'il y a des couches de la population qui sont exclues et qui deviennent la majorité, alors c'est la démocratie qui est menacée. C'est pourquoi j'encourage vivement l'OCDE à ne pas parler uniquement de croissance inclusive, mais de croissance uniquement inclusive. D'accord également. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas penser uniquement inclusivité au niveau national. Essayez de penser inclusion à tous les échelons. Et puis, essayez aussi d'être aussi précis que possible. Qu'est-ce que vous entendez précisément par inclusion? Et essayez aussi de mener une réflexion multidimensionnelle à ce sujet. J'aimerais que vous poursuiviez cette réflexion parce qu'il nous reste beaucoup à faire pour parvenir à nos objectifs. Comme vous l'avez dit, de meilleures politiques pour de meilleures vies, c'est ça vraiment l'objectif. Donc il faut poursuivre les efforts. Alors il faut vraiment promouvoir l'idée d'un pacte mondial et faire participer autant de parties prenantes que ce soit les pouvoirs publics, les employeurs et les syndicats. Moi, j'ai beaucoup appris aujourd'hui sur l'inclusion. Je vous remercie. C'est fini. Merci pour votre attention. So, taking everything
chairman of the Productivity Commission in Australia, and I've been helping in Chile chair. So I saw Joe Ramos, he came to Australia, and we met him. It's working okay? Thank you for your question. Very good, I'm glad to hear it. So all the best. Maybe I should. Okay. Yes. Oh, I'm There we go. Hello, how are you? Where are you? Let me give you my business. All of this. ¿Qué tal? Recuerda que nos vemos en Washington, ahí ahora nos vamos a estar cruzando. Nos vamos a... Tenemos una
jours après, tu reçois un message. And then what we'll do, we're going to go to the cocktail after and then come back and do the stickers so we can break. Do you have the table plan? As in the room plan? Yes. Everything confirmed, signed by our two monsters. She has to confirm first? Or? Okay, then.